Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 404 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le débrief tactique du match 4 des finales NBA, match 4 entre les Pacers et le Thunder. Victoire d'OKC. On va débriefer et expliquer tout ceci, ce match un peu lunaire. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Match 4 des finales NBA, victoire de OKC, égalisation du Thunder à 2 partout. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief. Alors, avec 2 petits jours de retard, mais pas trop tard. On est là quand même. Et puis comme ça, vous pourrez peut-être l'écouter avant le match de ce soir. Le timing est peut-être bien de ce point de vue-là. Bref, donc match 4, débrief tactique. Comment OKC a réussi à gagner ce match, c'est le mystère, hein. Ça c'est le grand mystère, je pense. Je pense que vous posez un peu la même question. Non mais alors, au-delà de ça, on a eu un match haletant, je pense qu'on peut le dire comme ça, avec mon accent du sud, haletant. Non mais un match hyper haletant et surtout peut-être un des matchs les plus bizarres de ces finales, ou de mémoire récente en tout cas. Moi en finale, j'avoue que c'était un match assez atypique pour plusieurs raisons. Bon, le Money Time, en effet, pour une fois, c'est pas allé du côté des Pacers, hein, qui ont été fabuleux sur tous les Money Time, partout, tout le temps, sur ce round de playoff. Je crois qu'ils étaient à 9-1, je crois, un truc comme ça. 9 victoires, 1 défaite sur ce round de playoff. Bon, voilà, avec que des shoots un peu, pas mal de réussites sur des pull-ups à 3 points au dernier moment, de Haliburton contre Jarrett Allen, etc., etc. Bref, donc Money Time, cette fois, ça va du côté OKC. Et puis match bizarre aussi, pourquoi pour les lancers francs. J'en parle maintenant un peu dès le début, et un peu, on va faire la transition aussi avec l'aspect tactique, hein, mais c'est un match bizarre aussi de ce point de vue-là. Je sais que beaucoup de monde, et je vois depuis 2 jours, beaucoup de monde parle beaucoup de l'arbitrage. Et c'est vrai que c'est aussi en ça que je vais en parler maintenant et pas totalement l'inclure comme un vrai élément tactique. C'est que je pense qu'on ne peut pas ignorer à quel point l'arbitrage a sans doute influencé là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que en un sens, je vais pas vous dire bon, les 2 équipes ont provoqué beaucoup de fautes, etc. Donc c'est bien, agressivité, elle est au panier. Il y a sans doute de ça un peu, mais il y a aussi sans doute le fait que le match a été arbitré d'une certaine manière. Hein, donc voilà, c'est pas des stats un peu organiques en mode les 2 ont été excellents. Non, je pense que ça l'arbitrage a un peu influencé ça. Donc voilà. Pas organique ces stats là, donc à faire attention, mais ça faisait aussi partie de ce match bizarre où voilà, c'est d'autant plus bizarre, je l'ai pas dit encore, mais qu'on a affaire à 2 équipes qui d'habitude ne vont pas du tout sur la ligne des lancers francs, et même au-delà de parler de stats régulières versus playoff, etc., mais il y a un aspect, je pense que visuellement on a tous un peu vu. Bon, est-ce que j'irai dans le complot? Pas là-dessus. Moi je réserve mes théories du complot pour la loterie de la draft, mais non, alors ça je sais pas, je pense pas. Après il peut y avoir parfois des erreurs ou des appréciations mauvaises, peut-être, sans qu'il y ait forcément complot. Hein, ça peut juste être de l'erreur humaine. Je sais que vous attendez à ce que je rappelle que notre ami Scott Foster était le meilleur ami de Tim Donaghy, hein, le fameux arbitre qui a été suspendu par la NBA. Il y avait une enquête sur lui, il allait en prison, etc. pour avoir truqué des matchs, et que, bref, le nom a été sorti dans la presse de Tim Donaghy, ce qui a forcé la NBA à dire non, mais ok, il y avait que lui, pour éviter qu'il y ait une enquête plus longue. Bref, non, je veux pas parler de ça. Je pense pas qu'il y ait un complot, mais c'est vrai que l'arbitrage est quand même un peu notable, parce que il y a des degrés de contact qui sont peut-être pas réguliers d'un côté et de l'autre, et même au sein du même côté, je veux dire, hein, parfois il y a un contact qui est autorisé et la possession d'après pas trop. Donc voilà, je sais que beaucoup de monde parle aussi du fait que sur la dernière possession, Gilgeous Alexander pousse du bras pour se libérer de l'espace. Bon, j'ai envie de dire, tous les attaquants d'élite le font actuellement. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, je suis pas là pour juger. Est-ce que, en tout cas, c'est un peu comme ça que c'est arbitré pour l'instant. On en avait parlé aussi pendant ces playoffs de ce côté, où c'est aussi pour ça que SJ est très bon, c'est que il a un degré de dureté physique, pour ne pas dire l'anglicisme physicalité, mais il a un degré de dureté physique de pouvoir pousser l'attaquant, alors avec le bras, bof, mais surtout avec des coups d'épaule, des trucs comme ça, qui fait que voilà, les autres fois où il va un peu exploser au contact volontairement, la faute va être bien vendue, parce que d'habitude 80% du temps il attaque le contact. Donc bref, tout ceci on peut le mettre de côté. Je vais essayer de parler tactique moi pour le coup, ce qui ne veut pas dire que vous avez pas ça n'invalide pas vos sentiments sur l'arbitrage, bon, pas bon, que sais-je, mais voilà, ça fait aussi un peu partie de ce match bizarre pour moi, parce que j'en parle cette fois avec le prisme tactique et le prisme du jeu. C'est vrai que ça a donné un rythme un peu bizarre à ce match-là, même en termes de résultats, de système, etc. Les 2 équipes ont été très vite dans le bonus sur chaque quart-temps, donc bref, un peu bizarre. Donc bref, bizarre pour ça, pour les lancers francs. Donc 99e centile et 90e centile, donc mieux que 99% de tous les matchs NBA cette saison pour OKC, et 90e centile, mieux que 90% de tous les autres matchs NBA cette saison, la perf au lancer franc le taux de lancer franc d'Indiana. Donc bref, un peu bizarre premièrement. Deuxièmement,
Également très bizarre parce que OKC gagne un match des finales NBA en shootant à 18% à 3 points. Ça, c'est quand même assez particulier. Vraiment. Bon, il n'y a pas que l'efficacité, il y a aussi la fréquence, on en parlera. Mais non, il y a un peu ce qu'on appelle depuis toujours la Jedi Defense, la fameuse Jedi Defense. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Je le rappelle pour les nouveaux rapidement. C'est un peu le côté où, défensivement, on ne maîtrise pas la réussite adverse. On peut maîtriser la qualité des tirs, mais si ça se trouve, une défense peut donner que des tirs grands ouverts, mais il se trouve que le tir est à ce point aléatoire que même en donnant des tirs grands ouverts, il y en a très peu qui vont rentrer ou vice-versa. Bref, donc on ne maîtrise pas la réussite adverse à 3 points. Donc c'est pour ça qu'on se moque un peu pour ceux qui pensent la maîtriser. On dit c'est la force, quoi. C'est la Jedi Defense. Donc ça, la Jedi Defense côté Indiana, elle était là. 18% à 3 points pour OKC. C'est un peu une anomalie. C'est un peu loufoque qui gagne ce match pour le coup en shootant aussi mal à 3 points. Il faut dire aussi que de l'autre côté, malheureusement, le classique pour Indiana sur ces playoffs, c'est l'adversaire shoot très mal, mais nous, on shoot très bien, plus 40%, plus 50% à 3 points. Là, non. Là, ils ont shooté à 34% à 3 points, nos amis les Pacers. Et je dois dire que, pour moi, on parlait du côté variance aléatoire du shoot qui parfois peut rentrer ou pas rentrer, et que c'est pas que parfois on aime bien rationaliser, se dire non, un bon tir il va rentrer, alors que quand une équipe a mal shooté, c'est que c'était des mauvais tirs. Non, il y a une question de hasard, d'aléatoire en tout cas. Et c'est vrai que là, pour moi, il y a eu quand même pas mal de très bons tirs obtenus par les Pacers en termes de qualité de tir. On a quand même retrouvé pas mal de catch and shoot, mais qui ne sont pas rentrés. Donc c'est aussi pour ça que ce match est bizarre, c'est qu'on a eu l'un côté, on a eu OKC qui a très mal shooté, mais malheureusement, les Pacers pas top non plus. Ils sont à 34%. Donc peut-être qu'avec une petite réussite en plus, ils auraient gagné ce match un peu plus facilement. Mais Miles Turner a été pas bon, 0/6 encore une fois pour Turner, qui fait pas des grandes finales, pas à 3 points en tout cas. Haliburton non plus, a pas mis du tout beaucoup de pull-up à 3 points, je crois. Un seul, 1/7, 1/8, je crois, de mémoire. Et c'est vrai que je pense qu'en un sens, les Pacers peuvent peut-être avoir un peu de regret, pour le coup. Non pas que, ils ont perdu les finales sur ce match-là. Non, je pense encore que là ça va se faire au meilleur des 3 matchs, donc 2 victoires et puis c'est fini. Et puis avec les Pacers, il peut toujours y avoir un match 5 complètement dingue où ça shoot à 50% à 3 points, ça gagne et puis ça conclut à Indiana match 6. Donc non, je pense pas que la série elle a été perdue aujourd'hui, enfin en tout cas il y a 2 jours, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu des regrets parce qu'on n'a pas affaire du tout à une équipe d'OKC qui a été grande ou grandiose. Donc ouais, un peu de regret de ce côté-là. En plus, quand on rajoute l'aspect ils ont quand même bien joué, les Pacers, et c'est juste, entre guillemets, le money time qui est un peu soit mal géré, soit, vous avez vu peut-être tourner les extraits, le Lou Dort qui pousse littéralement Haliburton, dégage, et il n'y a pas de faute sifflée, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, peut-être un peu de regret, je trouve, côté Pacers, parce que, même si d'ailleurs la série à 3-1 n'aurait pas non plus été perdue pour OKC, de mon point de vue, parce qu'OKC est quand même une équipe qui, intrinsèquement, est quand même assez, aurait pu, malgré tout, gagner la série même à 3-1. Mais voilà, c'est un peu de regret, et d'ailleurs, je peux aussi en parler, pour moi, il y a tout de même un aspect où, de base, OKC est meilleur. Je pense qu'on l'a bien compris. C'est une équipe un peu historique, etc., etc. Mais pourtant, pour faire un peu le bilan aussi, en plus de juste le débrief du match 4, mais un peu le bilan à 2 partout, je trouve tout de même que c'est pas qu'un aspect de variance. Il n'y a pas qu'un aspect aléatoire. Je trouve que les Pacers jouent aussi bien, voire parfois mieux que le Thunder sur ces finales, pour l'instant. Et c'est pas qu'un aspect de, ils ont réussi à voler 2 matchs sur 4, et donc on est à 2 partout, mais en vrai, on pourrait tout aussi bien être à 4-0 déjà pour OKC, etc. Non, je trouve que malgré l'écart de niveau qu'on connaît, le niveau intrinsèque, sur ce match-up particulier, et pas face aux 29 autres équipes de NBA sur la moyenne de saison, je trouve que pour l'instant, Indiana, franchement, joue quand même très très bien, quoi. Pour moi, c'est pas du tout illusoire, on va dire, le 2 partout. Donc bref, fermons cette parenthèse, regret ou pas regret, on ne sait pas. Mais non, j'en ai parlé un peu, mais OKC, j'ai parlé de l'efficacité à 3 points qui est pas bonne, mais plus que ça. En fait, il y a pour moi toujours ces problèmes de spacing au match 4 qu'on constate après le match 1, le match 2, le match 3 et donc désormais le match 4. Toujours les mêmes problèmes de spacing, et en dehors de l'efficacité, il n'y a pas que l'efficacité, il n'y a pas juste le fait qu'ils aient rentré que 18% de leurs 3 points, il y a aussi le volume, même surtout le volume. C'est-à-dire que OKC gagne un match de finale en shootant à 3 sur 16 à peine à 3 points. 16 tentatives à 3 points. Je sais pas depuis quand c'est pas arrivé en finale NBA, ça doit être depuis au moins 15 ans qu'on n'a pas une équipe qui prend 16 3 points ou moins,
Mais alors en plus gagner le match en prenant 16-3 points ou moins, j'ai pas vu la stat tourner, mais ouais, ça doit faire depuis un moment. Donc voilà, je pense que c'est même tout autant un indicateur de ces problèmes de spacing, comme on l'a déjà dit, donc je vais pas me répéter, mais efficacité, mais aussi volume. Le fait que certes, on a des mecs qui en saison mettaient leurs 3 points, mais là, le test des playoffs et le test aussi de Indiana qui a des schémas défensifs proactifs, qui vont abandonner des shooters pour mieux protéger à l'intérieur, etc., etc. Ben, c'est vrai que quand on fait la liste, il n'y a pas beaucoup de shooters à gros volume, voire même quasiment aucun, à part Isaiah Joe, mais Isaiah Joe ne peut pas jouer beaucoup, il a encore joué 4 minutes sur ce match-là. Mais voilà, on arrive aussi à ce problème de spacing qui peut aussi poser des problèmes autres, parce que c'est pas le 3 points pour le 3 points, c'est le 3 points est censé servir le panier. Hein, le fait d'avoir un bon spacing, ça permet d'aller au panier, des lay-ups, des lancers francs, etc., etc. Là, c'est vrai que je trouve que le premier constat de ce match, c'est que 3 sur 16 à 3 points, moi je retiens autant le 3 que le 16. C'est quand même assez épatant, ce faible volume à 3 points, et qui est pas du tout en mode c'est Indiana qui fait des close-out de malade mental, genre on ferme sur les shooters extrêmement vite, extrêmement rapidement, ils ont pas le temps de shooter, etc. Non, il y a aussi une question de personnel en fait, de mecs qui sont pas forcément des shooters volontaires, mais on va en reparler. Donc bref, le 3 points, OKC qui gagne ce match sans ce spacing toujours, mais victoire un peu lunaire de ce point de vue-là, un peu d'ailleurs comme le match 1 où les Pacers avaient gagné en perdant beaucoup de ballons et sans la transition. Donc on est à une victoire lunaire partout, on va dire, sur ces finales. Deuxième point aussi, la bataille des turnovers. À noter également, bataille des turnovers qui, là encore, on est sur des, je vais pas dire des terrains inédits, mais on n'est pas du tout sur ce qu'on pouvait prédire. C'est-à-dire que on est sur deux équipes qui, sur ce match 4, ont perdu beaucoup de ballons. Et autant on pouvait se dire que Indiana pourrait en perdre beaucoup parce que OKC et LFC beaucoup de turnovers, d'accord. De l'autre côté, on a affaire tout de même à Indiana qui est une des meilleures équipes de NBA pour protéger le ballon. Donc là, pour l'instant, ils perdent ce duel-là, puisque pour l'instant, c'est OKC et leur défense qui arrive à forcer plus de turnovers que Indiana n'arrive à les empêcher, alors que d'habitude, ils sont élites, premièrement. Mais deuxièmement, de l'autre côté aussi, on a aussi OKC qui, contrairement à d'habitude, perd également beaucoup de ballons. Le Thunder est la meilleure équipe de NBA en termes de turnover d'habitude. Et là, ils ont eux aussi font un score. Les deux équipes, pour vous dire, je ne vais pas dire les chiffres bruts, on s'en fiche, mais les performances au niveau de Indiana et d'OKC sur ce match 4, c'est 27e pour OKC et 24e centile. Donc à peine mieux que 27% de tous les autres matchs NBA cette saison et à peine mieux que 24% de tous les autres matchs NBA cette saison. Bref, on est dans le dernier quart de tous les matchs NBA cette saison, pardon. Donc voilà, on est quand même sur un peu une anomalie. Ça peut se rajouter aussi au côté, mais comment OKC a pu gagner ce match alors qu'en plus ils ont perdu beaucoup de ballons, ce qui est pas du tout ce qui d'habitude ne leur arrive pas. Pardon. Donc ouais, un peu bizarre, bataille des turnovers, bataille de la transition aussi, où je pense que sur ce match-là, les stats disent que OKC a été meilleur. Vous savez, les stats sont un peu imparfaites parce que la manière dont on comptabilise les contre-attaques, les transitions, c'est un peu bizarre, surtout avec les Pacers qui attaquent parfois en semi-transition, qui attaquent parfois après un panier encaissé, ce qui ne compte pas techniquement comme une contre-attaque, etc., etc. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que, sortons des stats qui disent que OKC a été meilleur, ce que je peux dire, c'est que pour moi, OKC a été meilleur. OKC a été bon, plutôt, pardon. OKC a été bon sur de la transition, et notamment, ils ont quand même pas mal de turnovers qui ont été forcés. Cette fois-ci, ils ont réussi à les transformer en points faciles de l'autre côté. Alors que c'était un peu l'énigme du match 1 et du match 2, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils créent beaucoup de turnovers, et pourtant, ils ont généré 2 points sur 20, sur 20 interceptions, et ils ont pas réussi à aller scorer facilement en 2 contre 0, quoi. Et là, oui, un peu mieux, donc ça, c'est bien. Tout de même, pour nuancer un peu les stats, comme dit, qui ne sont des stats pas parfaites sur la transition, les stats de cleaning the glass malheureusement, mais ouais, je pense quand même que les Pacers ont été pas mal sur ce match-là. Notamment la première mi-temps, un peu moins la deuxième, mais notamment la première mi-temps. Moi, j'ai vu les Pacers du match 3 qui avaient été géniaux là-dessus, mais les Pacers qui attaquent vite, qui poussent en transition, en semi-transition, etc., etc. Vous allez voir les premiers paniers de Indiana sur cette mi-temps, première mi-temps, c'est que des trucs où ça accélère et ça obtient un panier facile, ouvert ou semi-ouvert en 3 secondes, quoi. Donc ouais, tout de même les stats à nuancer, je trouve que Indiana a été pas mal du tout de même, mais peut-être pas assez pour gagner ce match, apparemment. Et faut dire aussi que la défense de deuxième mi-temps était meilleure là-dessus. Mais voilà, la transition, les turnovers, le 3 points, tout ceci on en a parlé. Et dernier point également, d'un point de vue macroscopique, le rebond offensif. Et oui, le rebond offensif de OKC qui a fait une très belle perf à ce rebond offensif. Plus de 33% de rebond offensif sur ce match, c'est quand même pas mal du tout. Pour vous dire, c'est dans le 72e centile, donc ouais, une très bonne perf pour le coup. Et c'est notable pour plusieurs aspects. Le premier, c'est que c'est pas une force habituelle d'OKC d'aller chercher des rebonds, premièrement. Deuxièmement, c'est tout de même un truc sur lequel ça peut être intéressant d'insister, puisque
précisément, en face, il n'y a pas non plus une défense du rebond qui est de haut niveau. Les Pacers, c'est pas une équipe qui va très bien protéger ses rebonds et empêcher les rebonds offensifs. Donc, on en avait parlé en preview, ça pourrait être intéressant d'insister là-dessus, même si c'est pas ta nature en soi, mais ça peut se faire. Donc là, c'est fait. Et je trouve ça bien, même très bien, parce qu'il y a cet aspect de pilonner l'adversaire sur la faiblesse de l'adversaire, même si toi, c'est pas nécessairement ta force de base. Donc ça, c'est bien. Et je pense qu'on peut le rattacher aussi à une stratégie collective. C'est pas que la présence de un joueur, mais je pense que vous avez aussi les images en tête. En deuxième mi-temps, notamment, il y a plein de claquettes dunk là, de Chet Holmgren. Je crois qu'il en fait 2 ou 3 deuxième mi-temps sur une bonne possession défensive et de nulle part sort Chet Holmgren. Hartenstein aussi, qui a été évidemment génial là-dessus. Caruso. Lou Dort, j'ai pas de souvenir en tête, mais je pense à Kenrich Williams aussi. Enfin bref, je pense qu'il y a un effort collectif qui a été fait et je pense un peu un aspect stratégique de dire bon, ils sont pas géniaux là-dessus, sur le rebond, plus le fait que Turner, qui est le seul gros, va être un peu baladé dans le périmètre puisqu'il défend Chet Holmgren, donc il sera pas proche du panier, ou même s'il est face à Chet, Chet dans l'espace peut l'attaquer un peu dans le dos, etc. Donc voilà, je pense que l'accent a été mis là-dessus, et c'est bien parce que ça vient un peu punir Indiana sur ses line-up un peu petits, un peu faiblards en fait. Et vous voyez que ça fait quand même toute la différence sur rebond offensif, parce que quand on voit à quel point le match est disputé, en fait, littéralement, sans ce rebond, le match n'aurait pas été gagné par OKC. La marge est tellement fine que ces points bonus, ces possessions bonus, pour moi, ont fait la différence. Et là, c'est bien, c'est un bon coup de coaching de la part de Mark Daniel, d'insister sur une faiblesse de l'adversaire et d'insister sur le fait que, on vient aussi à un aspect dont on a parlé, d'insister sur Indiana, qui pour l'instant s'en tire plutôt bien, voire même très bien, en alignant des line-up offensifs et ou de petits. C'était un point principal du match 3, et d'ailleurs, c'était un des points principaux de notre débrief match 3. Souvenez-vous, j'avais dit, moi je pense qu'il faudrait quand même revenir à des line-up à 2 bigs, et qu'est-ce qui s'est passé match 4 ? Il y a 2 bigs qui sont alignés. Il n'y a plus Case Nolas titulaire, on a Hartenstein. Donc là, je pourrais totalement être de mauvaise foi et vous dire, ah, vous voyez, j'avais raison, je l'avais annoncé, match 3, match 4, c'est exactement ce qui se passe. Bon, en fait, non. En fait, Hartenstein a été titulaire, en effet, mais en vérité, on n'a pas eu tant que ça des line-up à 2 bigs. Donc voilà, même pour me donner du crédit, non, je ne vais pas être de mauvaise foi tout de même. On n'a pas eu tant que ça, en fait. Pas beaucoup plus que d'habitude, ces line-up à 2 bigs, mais tout de même avec un seul big sur le terrain, donc Hartenstein est assez vite sorti, et puis ensuite on a alterné 1 et 1, mais on n'a pas du tout fait des longues séquences avec les deux ensemble sur le terrain, mais tout de même, on a réussi à pilonner malgré sa line-up avec un seul big, donc ça, je me raccroche un peu aux branches pour le coup, ça c'était quand même aussi un point un peu annexe qu'on avait dit, c'est tu ne peux pas, alors moi je pensais le faire via des line-up à 2 big, donc les deux intérieurs de OKC, mais ce que j'avais dit aussi plus généralement, c'est tu ne peux pas laisser, en tant que si t'es OKC, tu peux pas autoriser Indiana à s'en sortir aussi bien avec ses line-up petits. Tu ne peux pas laisser les Pacers ne pas jouer avec Tony Bradley, avec Thomas Bryant, etc., etc. Et tu peux pas les autoriser aussi facilement à jouer avec Obi Toppin en 3e big. Que j'aime bien, qui a fait des progrès défensifs, mais qui est quand même très loin d'un très bon défenseur, plus encore moins sur tout ce qui est un peu défense intérieure, protection de panier, rebond, justement, etc., etc. Et c'est vrai que pour l'instant, on a un peu cette bataille des line-up où les Pacers s'en sortaient bien, quoi. Parfois, Thomas Bryant était sorti, mais dès qu'il rentrait sur le terrain, hop, il se faisait cibler, donc il ressortait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, peut-être que si OKC continue un peu de pilonner rebond offensif sur le match 5 et 6, on est sûr qu'il y aura au moins un match 6, peut-être que ça va un peu forcer Carlisle à s'ajuster, à dire bon il faut quand même on peut pas se permettre de jouer avec Siakam et Obi Toppin en poste 5 ou avec que Miles Turner, etc. Donc ça c'est un point central, je pense, et comme dit, je pense que c'est vraiment un aspect de coaching un effort collectif. Bref, avançons. Donc le rebond offensif, et oui, je disais que je pourrais être de mauvaise foi et dire que j'avais raison sur la line-up à 2 big, mais en fait non, parce qu'en plus je trouve que une des raisons que j'avais avancé, c'était aussi de dire bon, on réutilise un peu de Chet off-ball et on dit à Hartenstein de poser les écrans. En l'occurrence, on n'a pas eu du tout ça, je trouve. Tous les compliments que j'avais fait au duo de pick and roll SGA Hartenstein, en fait on les a pas retrouvés, pour la simple et bonne raison que on n'a pas eu tant que ça de pick and roll entre les deux, en tout cas très peu qui ont marché, mais non, ça n'a pas vraiment été utilisé, à ma grande surprise. Alors aussi parce que le plan de jeu a été de passer plutôt par des pick and roll entre petits, on va y arriver, mais voilà, même en plus ce truc là je suis un peu déçu, et je pense que voilà, on parle d'une perf d'OKC, ils s'en sortent dans le money time avec
avec 2-3 positions à la fin un peu non pas sorties de nulle part mais qui tournent en leur faveur. Mais ouais, la copie n'est pas bonne et je pense qu'elle pourrait être largement meilleure avec le retour de ce vrai duo, le vrai duo SGA, Hartenstein, un poseur d'écran, etc. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. On n'a pas eu tant que ça de Hartenstein, le vrai Hartenstein, on va dire. On a eu plutôt, comme je disais, vous avez vu sans doute, beaucoup de pick and roll dans le money time entre SGA et Williams. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que je crois qu'il reste 5 minutes, 4 minutes à l'horloge du 4e quart-temps. Donc money time, et là je vois qui rentre sur le terrain, Hartenstein et Chet Holmgren. Là je me dis, 1-1, ok, Marc Daniels, il a gardé le meilleur pour la fin. En fait, il a gardé cette carte un peu surprise de on va jouer gros, on va pilonner avec des line-up à 2 bigs. On le fait pas pendant tout le match, pas du tout. Et puis, surprise à la fin, on va pilonner comme ça. En fait, non. Hartenstein est vite ressorti. Donc, non, c'était pas ça le coup de maître. Le coup de maître, c'était plutôt les pick and roll entre petits et donc Williams plus SGA qui combinent ensemble. Dans un sens ou dans l'autre, on s'en fiche un peu. Mais l'idée, c'est d'utiliser un peu tes deux meilleurs porteurs de balles ensemble. Que l'un soit le poseur d'écran de l'autre et vice-versa. Et c'est vrai que ça a très bien marché. Ça a très très bien marché, ces possessions. Il y a quoi 4, 5, 6 possessions, je crois, qui sont exécutées comme ça en fin de match d'affilée pour plein de paniers, quoi, pour le coup. Et c'est un peu le... Je crois qu'on avait parlé du pick and roll entre Siakam et Haliburton, pick and roll inversé au match 3. Mais bon, plus globalement, c'est un peu j'ai envie de dire un peu l'arme atomique, le truc sans doute qui est pas assez exploité en NBA et qui, l'arme atomique, c'est pour revenir un peu à l'exemple de Durant et Curry à l'époque. C'était l'arme atomique de Steve Kerr, quoi. Il s'en servait pas tout le temps, même pas du tout. Et puis arrivé en playoff, arrivé contre les Rockets, ah mince, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, on va sortir le pick and roll entre Curry et Kevin Durant. Et là, bon, voilà, là c'est le jackpot absolu, quoi, parce que les deux sont excellentissimes, voire plus en tant que shooter, en tant que menace de scoring. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais une prise à 2 sur Curry, le poseur d'écran, mais du coup Durant est tout seul, prise à 2 sur Durant, mais du coup Curry est tout seul, et donc choisis ton poison. Est-ce que tu fais un switch, mais en fait le switch, Kevin Durant ou Curry peut un peu te punir en 1 contre 1. Bon, on n'est pas sur ce même type de problématique, hein. Williams et SGA, c'est pas du tout Curry et Durant, on est d'accord, mais il y a quand même un peu de ça, et je trouve que ça vient un peu conclure un plan de jeu global où on a eu beaucoup de pick and roll entre petits, et comme je disais, très peu finalement avec Hartenstein, alors qu'on aurait pu s'y attendre, mais non, beaucoup de pick and roll avec des petits, avec des Lou Dort, avec des mince, qu'est-ce que j'ai oublié, des Kenrich Williams. Bon, c'est pas un petit en soi, mais vous avez compris, avec des Isaiah Joe aussi. Bref, on en parlera tout à l'heure, mais un plan de jeu où on a beaucoup attaqué via les petits. Donc ça, c'était intéressant. Et donc là, fin de match avec le duo entre Williams et SGA. Et ce qui est en plus marrant, c'est qu'on a eu un peu la symétrie du match 1. C'est-à-dire que, souvenez-vous, match 1, je crois que c'est pas la dernière possession, parce que la dernière possession, c'est SGA qui manque un pull-up à 2 points, à 2 mètres du panier, mais l'avant-dernière, c'est quoi? Juste avant qu'Haliburton mette son tir un peu, le tir clutch au match 1, là, qui vient un peu voler le match à OKC. L'avant-dernière possession, c'est SGA qui attaque en isolation. Le défenseur de l'aile qui défend, Williams, se resserre, donc fait un stunt, il se resserre autour de SGA. SGA donc fait la bonne action, il fait la passe à Williams, qui ne prend pas le 3 points. Parce que c'est pas un shooter naturel, il n'a pas eu la spontanéité, etc. Il prend pas le 3 points, Williams, à ce moment-là. Il hésite, et puis ensuite il drive, et il se fait contester le drive au panier, et derrière les Pacers vont scorer, je crois. Bref, je sais plus. Et c'est marrant parce que là, on a eu la symétrie. On a eu exactement pareil, mais à l'inverse. C'est-à-dire que l'inverse du match 1, cette fois, c'était Williams qui était en porteur de balle. SGA pose l'écran. Quand Williams commence ensuite à attaquer le switch, parce que l'idée c'était un peu d'attaquer soit Nembhard, soit Nesmith, un peu de mélanger les deux. Et grosso modo, le stunt vient sur, cette fois, Williams, qui fait la passe à SGA, et SGA met le catch and shoot. Lui, cette fois, il le prend, le tir, et il le met. Donc je trouve ça un peu poétique, hein, vous pardonnerez ces 30 secondes un peu poétiques de symétrie entre match 1 et match 4, mais non, mais voilà, c'est exactement ça qu'on veut. Et d'ailleurs, tir ultra clutch, évidemment, un des seuls 3 points de OKC dans ce match. Et c'est vrai que en un sens, on a aussi le fait que SGA, c'est un des meilleurs shooters de cette équipe. Malheureusement, comme il a toujours la balle entre les mains, voilà, il y a aussi ce truc de tu peux pas l'utiliser en catch and shoot. Il a aussi pris des pull-ups, mais il les a pas mis d'ailleurs. Il a manqué 3 pull-ups à 3 points sur ce match-là. Il a 1 sur 4 à 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que utiliser Williams en porteur de balle permet un peu de renverser justement la situation qu'on a vue au match 1 où Williams en catch and shoot, il n'a pas cette spontanéité, il n'a pas ce volume, il n'a pas cette efficacité nécessairement, alors que je dis déjà un peu plus, voire même beaucoup plus, c'est un peu plus un shooter naturel, je trouve. Donc, utiliser plutôt Williams en porteur de balle pour faire la passe, le kick-out quand ça se resserre, et donc SGA en catch and shoot, c'était très cool. Donc bref, je crois d'ailleurs que c'est un des matchs où on a eu, je crois que la stat, Zach Lowe a sorti la stat, 6
pause d'écran de la part de HDA. C'est le plus gros total de pause d'écran de HDA depuis X années, voire même en carrière, je ne sais plus exactement. Mais voilà, retrouver un peu un HDA en poseur d'écran, c'est quand même génial. Et je parlais un peu de Curry et Durant, mais en fait, qui est pour moi le meilleur poseur d'écran de NBA actuellement? Bon, il y a peut-être Jokic, mais c'est Curry. Et ça l'est depuis des années, alors que c'est un petit, mais parce qu'en fait, la dangerosité vient pas du fait qu'il va créer beaucoup de contacts ou être un gros balèze et voilà, et dégager le défenseur. La dangerosité de la pose d'écran de Curry et donc de SGA aussi en partie, c'est que c'est un excellentissime scoreur derrière. Donc après la pose d'écran, il peut glisser en pick and pop, il peut glisser au panier, il peut recevoir la balle en cas de switch, etc. et punir le 1 contre 1. Et c'est un peu pareil avec HDA, donc très bien de voir utiliser un peu HDA différemment. On avait parlé aussi du fait qu'on pouvait l'utiliser en sortie d'écran. On l'a vu un peu, pas des tonnes, mais on l'a vu un peu aussi. Mais voilà, en poseur d'écran, c'est cool aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, HDA 0 assist sur ce match-là. Bon, ça confirme un peu ce qu'on avait dit, d'une part, sur le fait que quand HDA fait quand même des pick and roll, je crois qu'on avait dit au match 3 en plus, hein, donc littéralement le match d'avant. Mais non, mais c'est quand même quelqu'un qui est plutôt axé, on va dire, scoring sur des écrans. L'écran est là pour lui créer un décalage. Pour lui, d'abord et avant tout. Hein, c'est comme ça qu'on voit la différence aussi de timing, de volonté, etc. avec Haliburton qui, lui, fait des écrans pour passer et ça se voit, et donc ça crée plus de jeux. Bref, donc oui, ça confirme un peu ça. Et on a encore une fois, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois depuis 1948 ou 52 ou un truc comme ça que une équipe gagne un match des finales avec aussi peu d'assists sur le match. Également, c'est une stat un peu folle aussi dans le genre, je crois, si je dis pas de bêtises, mais bref. Donc bon. D'un côté, on a ça, et les schémas proactifs, défensifs des Pacers sont aussi là, parce que HD n'a pas forcément le passing pour punir ça, comme pourrait le faire un Doncic, un Haliburton ou des mecs comme ça, d'accord, d'une part. D'autre part, cela dit, regardons les stats d'un peu plus près, et le match aussi d'ailleurs, mais le site de NBA.com nous dit qu'il y a quand même 8 assists potentiels. Bon, 0 assist réel sur 8 assists potentiels. Pour vous dire, par exemple, en face, hein, Haliburton, il fait 7 assists réels sur 13 assists potentiels. Donc voilà, un peu à nuancer. C'est peut-être juste que parfois aussi, je dis, à créer des choses, mais que derrière, le tir n'a pas été mis. Sur des kick-out, sur des pick and pop qui n'ont pas été rentrés, etc. Enfin bref, attention avec les stats et pas tirer de trop grandes conclusions parce que voilà, 8 assists potentiels, c'est pas non plus scandaleux. Hein. Il aurait pu, il suffisait qu'un seul mec mette un des tirs et on parlait pas du tout des 0 assists de SGA. Enfin bref, fin de la parenthèse, mais bref. Oui, Jalen Williams également, on parlait un peu de lui. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus apprécié son drive. Enfin cela dit, c'est un peu le cas depuis le début de la série, hein, pour le coup. Je trouve que Williams est quand même bien meilleur, enfin pas mal du tout en drive. C'est juste, entre guillemets, juste que pour l'instant le pull-up à 2 points ne rentre pas du tout et c'est un peu problématique parce que le plus possible les Pacers vont tenter de faire du drop face à Williams, donc de rester bas par rapport au niveau de l'écran pour en fait protéger le panier, lui donner un espace à mi-distance, et pour l'instant il met pas trop ce fameux pull-up pour punir le drop, donc l'espace à mi-distance il met pas le pull-up, donc c'est un peu dommage. Et pareil sur ce match là également, il a pas mis ces tirs là. Par contre c'est vrai que le drive est quand même un peu meilleur, voire même pas mal du tout, des drives notamment de très bonne qualité j'ai trouvé sur ce match 4 face à par exemple Obi Toppin. Il a Toppin sur une isolation, hop, directement puni. Il a aussi Obi Toppin en semi-transition ou en transition, enfin il a en grosso modo il a un match-up qui est pas le bon, en transition il attaque directement, il le punit. Également, on en parlait un peu, mais pas que le Money Time. Également, en première mi-temps, il y a un drive magnifique sur une pose d'écran, ou plutôt un écran fantôme. L'écran est pas posé, mais c'est fait exprès. Un écran fantôme de SGA qui permet juste assez d'espace pour que Williams aille au panier. Et un magnifique drive, d'ailleurs. Un pick and roll aussi de Hartenstein, deux fois qui lui permettent à Williams d'aller jusqu'au panier, finir, avec d'ailleurs une action en Gortat, ce qu'on appelle. Donc, Hartenstein qui fait un premier écran, puis un deuxième au niveau du panier. Bref, une magnifique isolation aussi, je crois, contre Nesmith. Dans le Money Time également, maintenant je crois que c'est dans le Money Time contre Nesmith, enfin bref, pas mal de drive de très bonne qualité, j'ai trouvé, et j'en parle aussi parce que de manière plus générale, c'est vrai que c'est aussi un aspect où pour l'instant OKC est en train de regagner du terrain, la bataille du panier, parce que pour le coup, on a un OKC qui est quand même meilleur en termes de volume de tirs pris au panier et également d'efficacité au panier, alors que sur le début de la série, c'était pas du tout le cas. Sur le début de la série, on avait réellement les schémas défensifs des Pacers qui venaient totalement boucher la raquette. D'ailleurs, c'est encore le cas. On a vu par exemple, je crois qu'il y a une séquence où l'écran est posé très haut, ligne médiane de la part de Hartenstein, c'est fait exprès. Écran posé, ligne médiane, donc au milieu du terrain. HDA qui fend le pick and roll ou qui contourne ou je sais pas, mais qui attaque derrière avec beaucoup d'espace, sauf qu'il peut pas rentrer dans la raquette parce qu'il y a 3 mecs dans la raquette devant lui, quoi. Et donc ça se finit en kick-out, 3 points qui est même pas pris ou alors qui est manqué. Enfin bref. Donc les schémas sont là, mais malgré tout,
il y a quand même une différence début de série et deuxième partie de série pour l'instant, parce que match 1 et 2, on était sur des scores par exemple autour des 55% au panier. Bon, c'est quand même assez nul pour le coup en efficacité, à peine 55% au panier. Là, on est sur 80% match 3 et puis de nouveau 76% au match 4. Donc, petit à petit, OKC est en train de reprendre la main sur ce panier et finalement d'arriver plus ou moins à manœuvrer pour aller obtenir des tirs au panier. Alors, c'est pas que des drives, parce que sur drive, il y a encore ces fameux schémas qui empêchent d'aller jusqu'au panier, donc une majorité du temps. Mais, premièrement, on a vu que Williams, notamment, arrive un peu à contourner, à faire pas mal de drives de qualité, donc c'est bien. Mais pas que, hein, il n'y a pas que des drives, il y a aussi tout ce qui est rebond offensif, tout ce qui est cut, tout ce qui est transition. C'est techniquement des tirs au panier, mais c'est pas forcément obtenu sur une pénétration balle en main, etc. Mais voilà, en tout cas, dans les faits, OKC arrive à obtenir pas mal, de plus en plus, et à les mettre également, ces tirs au panier qui sont les tirs les plus rentables, donc c'est quand même très bien. Le fait que OKC regagne un peu cette bataille qui était pour l'instant perdue sur le début de la série match 1 et match 2. Autre point également sur côté OKC, le match de Caruso. Caruso qui nous fait un 7 sur 9 au niveau du tir, 20 points, en plus de 5 interceptions, mais bon, ça on connaît. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est de la variance, parce que on n'est pas du tout sur le même profil de Mathurin. Hein, on avait un peu détaillé ce côté, les joueurs micro-ondes, hein, les joueurs à variance font gagner les matchs de play-off. Hein, je sais pas si la chanson vous avait plu. On avait chanté. Non, mais on n'est pas du tout dans ce profil-là de J.R. Smith, de Mathurin, de Lou Williams, hein, ou des mecs comme ça qui peuvent exploser parce que c'est tough shot maker et il y a un match où ils vont les mettre, c'est tough shot et ça va te gagner un match de play-off. On n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt sur en fait un match. Bon, il y a 2-3 possessions un peu de création pure, d'accord. Et d'ailleurs, un fadeaway en deuxième mi-temps, la fadeaway jumper totalement en partant sur la gauche et qui, enfin, absolument dingue que Caruso met, d'accord. Après, c'est quand même aussi beaucoup de ramasse-miettes. Et dans les ramasse-miettes, il y a les cuts, il y a la transition, il y a le rebond offensif également. Donc ouais, Caruso qui a été un élément crucial de ce match-là. Et là encore, bon, c'est pas. On va dire que c'est pas exactement la même variance qu'un Mathurin et ses tough shots et sa création pure. Mais quand on voit à quel point OKC avait peu de marge de manœuvre sur ce match-là, en perdant beaucoup de ballons, en mettant aucun 3 points, en tentant même aucun 3 points, donc en termes de rentabilité, il y avait un plafond quand tu tentes pas beaucoup de tirs primés. Enfin bref, avec toutes ces limitations, OKC, où serait OKC sans les 20 points un peu surprise de Caruso sur du ramasse-miettes, sur des rebonds offensifs, sur des cuts, sur deux pull-ups pas à 3 points, deux pull-ups à 2 points, etc. Ouais, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Ça se joue vraiment à rien ce match-là. Peut-être que donc ça se joue à un Caruso aussi. Et puis autre point pour terminer rapidement sur OKC, j'ai bien aimé les side pick and roll pour SGA. Alors side pick and roll, c'est quoi? C'est un pick and roll qui part vers le côté, donc pas plein centre, pas sur le côté mais qui rentre à l'intérieur. Un side pick and roll, c'est un pick and roll qui part sur l'aile et qui va non pas vers l'intérieur, mais vers le côté, donc vers le corner. Quel est un peu l'intérêt de ce genre de choses? C'est que, enfin, l'intérêt, c'est surtout si tu ne mets personne, ni attaquant et donc ni défenseur, dans ce corner. Et l'intérêt, c'est donc que, forcément, tu empêches Indiana de déployer les stunts, déployer ces aides qui viennent en premier rideau, qui resserrent le terrain, qui bouchent le terrain en début de drive. Et ce qu'on a vu, c'est que sur des side pick and roll, SGA a pu comme ça un peu enchaîner et donc partir un peu sur le côté, donc s'enfermer un peu ligne de touche ou ligne de fond, d'accord. Mais en fait, c'est ses spots. Et en fait, lui, ça le dérange pas d'aller à 2 mètres du panier sur son spot, un peu ligne de fond comme ça enfermé. Certes, il est enfermé, mais il s'élève par-dessus le défenseur, il prend le tir et il le met. Donc ça, c'est aussi un bon contre-move, j'ai trouvé, ces side pick and roll au stunt de Indiana, premièrement. Kenrich Williams aussi en poseur d'écran. Et je le rajoute aussi un Lou Dort en poseur d'écran. Pourquoi j'en parle? C'est parce que, bon, déjà, Kenrich Williams, joueur extrêmement intelligent, qui a pu faire une action en short roll, comme on dit. Donc, prise à 2 sur SGA, qui libère à Kenrich, qui va trouver en extra pass en sortie du pick and roll, le short roll, extra pass pour Caruso qui était sous le panier. Donc voilà, ça c'est une très belle action de Kenrich. Mais surtout, vous regardez un peu sur ces actions, qu'est-ce qu'on a? On a Chet Holmgren qui est off-ball. Chet est sur le terrain à ce moment-là, mais le poseur d'écran, c'est Kenrich. Le poseur d'écran, c'est Lou Dort. Le poseur d'écran aussi, ça a été Isaiah Joe, qui, alors il a joué que 4 minutes. Et sur les 4 minutes, il y a une séquence où on enchaîne 3-4 fois d'affilée, pick and roll, HDA, Isaiah Joe en première mi-temps, et pour, je crois, 3 possessions réussies, quoi. Donc ça, c'est vrai que l'utilisation va rester mineure, je pense, parce que à cause des limitations défensives, et d'ailleurs, en effet, McConnell a puni Isaiah Joe directement 2-3 fois d'affilée de l'autre côté du terrain, je veux dire. Donc oui, tu peux pas trop l'avoir sur le terrain, mais dès que tu l'as, c'est vrai que recommencer un peu ces pick and roll entre SGA et Isaiah Joe, c'est quand même pas mal du tout. Mais voilà, pour revenir un peu sur le thème qu'on a abordé pas mal de fois depuis le début de la série, c'est retrouver Chet Holmgren en
off-ball. Et pas que en poseur d'écran. Il n'y a pas besoin de passer par lui, il n'y a pas besoin de cibler forcément Miles Turner, etc., etc. Là, on voit qu'on a eu totalement ça. Alors, vous allez me dire, ça correspond pas trop à ce que tu avais dit non plus. Sur le côté, alors, j'ai quand même insisté, c'est pas une causalité, c'est une corrélation entre Chet poseur d'écran et le volume à 3 points, ou alors Chet pas poseur d'écran et le bon volume à 3 points. Là, ça se vérifie pas, parce que là, vous voyez que en effet, on n'a pas du tout beaucoup de tirs à 3 points, alors que Chet a été utilisé en off-ball. Mais mine de rien, je pense que ça a été quand même un point du plan de jeu de OKC, de dire, ne l'utilisons pas en poseur d'écran et laissons-le un peu dans le périmètre pour soit mettre les tirs, soit être au moins une menace, et passons par d'autres. Passons par des petits, passons par des Caruso, des Lou Dort, des Isaiah Joe, des Kenrich Williams. Donc voilà, ça c'était assez cool dans ce plan de jeu aussi d'OKC. Puis dernier point, on a vu aussi des pin down pour HDA. Alors c'est quoi un pin down? C'est un jeu en sortie d'écran, mais pas forcément en grand mouvement, mais un pin down, c'est, alors littéralement c'est un down screen, pin down, enfin bref, on s'en fiche. Mais donc c'est juste un écran pour le faire arriver top of the key, en tête de raquette. Et c'est comme ça qu'en fait on l'a installé en tête de raquette pour des situations un peu faciles sur tout le match, mais notamment vous l'avez vu aussi sur la fin de match, sur les moments clutch. Quel est un peu l'intérêt et quelle est un peu la réflexion, c'est de se dire, bon, de toute façon, les Pacers vont fermer l'accès au panier. Et les Pacers ne vont pas respecter nos shooters, et de toute façon, on a aussi des shooters qui ne vont pas oser les prendre, ou alors ne vont pas les mettre, les 3 points, ou même pas les tenter. Mais de toute façon, la raquette va être bouchée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Autant installer HDA pour un pull-up le plus proche du panier possible. Et en plus, c'est quand même un des meilleurs shotmakers, si ce n'est le meilleur shotmaker de NBA à mi-distance. Donc, voilà, faisons ça. On va pas se casser la tête à se dire non, mais bon, il faut quand même aller au panier. Non. En fait, juste petite sortie d'écran, tu fais s'installer en tête de raquette, il reçoit la balle, et là, isolation en tête de raquette. Un peu comme d'ailleurs l'explosion offensive de Joel Embiid depuis 2021, c'est ça. C'est quand Embiid est installé face au jeu en tête de raquette sur des face-up jumpers, etc. Là, c'est un peu pareil. Là, c'est un peu l'idée de, allez, on va pas s'embêter à refaire des drives, à refaire des pick and roll, tel système. Non, juste sortie d'écran, installe-toi en tête de raquette et prends le pull-up. C'est pas un tir qui en soi est hyper rentable, mais pour OKC et pour HDA, pour lui, ça peut être plus rentable que pour d'autres. Et c'est peut-être même juste assez rentable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est utilisé beaucoup dans le Money Time, un Money Time où personne n'arrivait à scorer. Et donc là, on n'est plus sur une course à la rentabilité. La rentabilité, c'est sur des grosses possessions, des gros échantillons sur beaucoup de possessions. Voilà, la rentabilité, c'est pas ça. Les analytics, c'est pas tout le temps prendre des 3 points. Non, ça c'est pour des gros volumes, l'entièreté d'un match, l'entièreté d'une saison, etc., etc. Mais quand personne n'arrive à scorer, le truc analytics, ça veut juste dire optimisation pour le coup. En fait, donnons le meilleur tir au meilleur joueur possible, le tir sur lequel il est le plus à l'aise. Donc, mi-distance, le plus proche possible, mi-distance de HDA qui peut shooter par-dessus n'importe qui. Donc c'est ce qui a été fait, mais j'espère le voir encore un peu plus. Ce côté HDA en sortie d'écran, ce serait quand même assez intéressant. Et puis terminons rapidement avec de l'autre côté également, j'ai pas trop parlé, mais l'attaque d'Indiana. Premièrement, on va pas trop détailler, mais beaucoup de ciblage de SGA, beaucoup de ciblage de SGA, de nouveau comme au match 3, avec d'ailleurs cette fois on avait même eu un système qui est passé, vous savez, le fameux système où on peut le cibler off-ball, ce qui n'était pas trop le cas pour l'instant, parce que off-ball, le temps qu'on obtient un switch où Siakam va en post-up sur SGA, le problème c'est qu'OKC déployait un peu des mecs autour pour empêcher la passe vers Siakam, donc c'était un peu chaud. Là ils y sont arrivés, il y a une possession où c'est passé. Mais non, beaucoup de SGA impliqués sur les écrans, dans le périmètre et sur les pick and roll, donc ça c'était quand même assez bien. Et puis autre point également du plan de jeu, ça a été de mettre sur les pick and roll le plus possible Chet Holmgren et Hartenstein. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi les Pacers veulent faire ça alors que c'est des bons défenseurs de pick and roll? Pourquoi est-ce que Carlisle veut faire ça? En vérité, c'est un peu un choisis ton poison, et c'est un peu choisi le moins pire des deux poisons, quoi. Dans le sens où c'est surtout, non pas pour les avoir face au ballon, parce que sur le ballon et sur le pick and roll, ils vont être bons, les deux, mais c'est surtout pour ne pas les avoir en deuxième rideau. C'est aussi pour ça qu'on les implique à ce point et beaucoup sur le ballon, dans le périmètre, sur pick and roll. C'est pour ne pas les laisser tranquillement en deuxième rideau, où ils peuvent apporter des aides de grande qualité. Donc, forcément, c'est un obstacle, forcément, c'est une limite. Bon, après, ça fait aussi partie du fait que, voilà, c'est pas pour rien qu'OKC est la meilleure défense historiquement depuis 30 ans. Bon, j'exagère, mais c'est aussi pour ça qu'OKC est une défense historique, c'est qu'il y a pas vraiment de points faibles, mais c'est
pour expliquer un peu, c'est pour ça que les Pacers font l'effort et s'infligent d'affronter Chet sur pick and roll, d'affronter Hartenstein sur pick and roll. C'est parce qu'en fait, c'est quand même le moins pire des scénarios. Parlons correctement. C'est le moins pire des scénarios. Parce qu'en fait, si tu les laisses tranquillement off-ball et que tu attaques via un autre poseur d'écran et en attaquant un autre défenseur, bah, tu laisses ces mecs-là rôder autour du panier et surtout apporter un 2 contre 1, apporter un bonus. Tu les aides, aider librement et donc aider encore plus efficacement. Je peux donner des exemples très concrets. Alors déjà, sur le fait que c'est des bons défenseurs de pick and roll, prenez les deux actions, première mi-temps et deuxième mi-temps, première possession de chaque mi-temps, je crois que c'est Hartenstein qui edge, donc Hartenstein qui monte au niveau de l'écran, voire même un peu plus, et derrière le balai off-ball des mecs d'OKC qui sont là pour compenser rotation ici, ça va dans tous les sens. Voilà. Donc même quand tu concèdes un compromis avec un edge quelque part, derrière ça compense magnifiquement. Donc voilà, premièrement. Mais surtout, on a de rares exemples où les Pacers ne font pas ça. Et qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple en deuxième mi-temps deux pick and roll d'affilée, Siakam et Nembhard. Et que font OKC ? Bah, ils vont switcher. Sauf que le problème, c'est que aucun de ces pick and roll n'a impliqué Chet. Et donc Chet, qu'est-ce qu'il fait ? Chet, il reste en roamer, il reste en libéraux défensif autour du panier. Et donc Siakam, il est content, il a obtenu son switch. Et donc, alors qui sait, ça va être, c'est pas Caruso, enfin bref, on sait pas, mais le mec qui défendait Nembhard, un petit, il va switcher sur Siakam. Je crois que c'est Cason Wallace. Les deux fois, c'est pour que Siakam puisse attaquer Cason Wallace au poste bas. Et sauf que, Siakam, il a son mismatch, il est content. Mais quand il va l'attaquer et qu'il se rapproche du panier, de nulle part, enfin pas de nulle part, hein, mais surgit en fait Chet Holmgren et qui vient totalement non seulement bloquer l'accès au panier, mais en plus contester le tir. Donc c'est aussi pour ça que OKC met à ce point l'accent sur les impliqués sur le ballon, parce que là on a l'exemple ils ont tenté 2 fois de cibler un petit Cason Wallace au poste bas via Siakam, mais sauf que non en fait, sauf que Chet était libre d'aider derrière. Et puis pareil, un autre exemple, c'est quand on a un pick and roll Nembhard-Nesmith dans le clutch. Et peut-être ça vous parle cette action, mais il reste 2 minutes, 3 minutes, je sais plus, mais, vraiment dans le money time, et Nembhard obtient le switch, il attaque, il va l'attaquer sur drive, il est sur l'aile droite, il attaque sur drive, il arrive à dépasser son défenseur, sauf que t'as pas impliqué Chet sur l'action, et donc Chet il est où ? Il est au panier, tranquillement, il peut venir aider, et donc je crois que c'est un contre clutch ou un contre une action, même s'il n'y a pas un contre, il vient affecter le tir, et voilà. Donc ça c'est 2-3 exemples pour vous montrer à quel point en fait t'es un peu obligé de te coltiner Hartenstein et Chet face au ballon. Donc oui, ils sont bons en défenseurs de pick and roll, mais ils sont encore plus terrifiants, encore plus dangereux si tu les laisses off-ball. Donc t'es un peu obligé d'en passer par là, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a aussi le fait que, il faut quand même le dire, OKC commence à switcher de plus en plus. Et même Hartenstein en deuxième mi-temps a beaucoup plus switché. Donc un switch all sur les écrans avec Haliburton, etc. Alors surtout Haliburton, parce que quand c'est McConnell, quand c'est Mathurin, quand c'est des mecs comme ça, on switche pas, il y a pas d'urgence, mais on l'a déjà dit, le fait est que switcher, ça veut dire ne concéder aucun décalage. Un décalage, c'est ce que veut Haliburton, le passeur. Quand il y a décalage, il peut l'exploiter avec une passe ici ou une passe là. Donc switcher, ça veut dire aucun décalage, aucune passe. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Et le fait est que, déjà collectivement, ils se mettent à switcher de plus en plus, même avec Hartenstein, mais même en fait Chet, il fait un match défensif. Alors j'ai parlé des quelques actions où il a pu être off-ball, apporter sa protection de panier assez incroyable, premièrement, mais même deuxièmement, le match défensif de Chet sur des switches a été fabuleux. C'est pas pour rien que SGA n'a pas mis ses pull-ups à 3 points, ou que Haliburton n'a pas mis ses pull-ups à 3 points, que Haliburton n'a pas scoré sur isolation. En fait, on arrive aussi à cette problématique, et encore une fois, c'est pour ça que la défense d'OKC est à ce point fabuleuse, c'est que toi tu te dis, non, on veut pas de Chet en deuxième rideau, impliquons-le sur le ballon. Sauf que quand tu l'impliques sur le ballon, le mec il switch, et que ensuite, non seulement t'as pas de fenêtre de passe, mais ensuite, vas-y Haliburton, coltine-toi d'attaquer Chet. Alors, il y a des fois il va y arriver, mais globalement, je pense que c'est un pari intéressant, et même c'est un pari extrêmement intéressant de dire, non seulement on supprime le passing et la création de jeu, et il n'y a pas que le passing de base, parce qu'une fois que Haliburton fait la première passe, il y a des décalages partout, extra passe, voilà, le jeu est créé. Mais il y a aussi le fait que, en vérité, tu vas attirer les Pacers vers du jeu de 1 contre 1. Et on a vu que, on le sait, mais on a vu que sur ce match 4, notamment, et même plus particulièrement, ces Pacers, ils sont pas capables de scorer sur 1 contre 1 aussi bien que OKC ou que d'autres équipes de playoff d'ailleurs.
que Boston, que bon les Cavs non, les Cavs c'est un peu à part, mais que les Lakers auraient pu le faire, que des équipes de playoffs comme ça, que peut-être les Warriors avec Butler et Curry, etc., etc. Bon, il y a ce truc avec Indiana où les 1 contre 1, punir les 1 contre 1, ils peuvent le faire, mais c'est pas totalement leur force. C'est pas ils sont pas chapeau 1 là-dedans, quoi, pour le coup. Donc, on a aussi ce truc de, bon, bah, finalement, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. On switch, pas de décalage, on force des 1 contre 1 et on les défend magnifiquement avec notamment Chet, qui a été impérial, hein. Chet qui a été impérial, protection de panier, mais surtout pick and roll, les switches sur Nembhard, sur Haliburton. Donc ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, on avait parlé en preview de ça, de cette carte du switch all pour justement pour gommer et pour atténuer ce passing, cette création de jeu des Pacers. Et là, on voit que ce match 4 est peut-être la meilleure illustration de ça. Bah ouais, t'as tout intérêt à faire ça parce que tu vas arriver à freiner les Pacers le plus possible avec ce switch. Donc voilà. Après, on a aussi l'autre aspect qui est que même quand ça switchait pas, Turner a pas mis les pick and pop. Donc ça, c'est un peu dommage. Quand il y avait des switches, par exemple, on avait Haliburton qui attaquait main droite, hop, petite passe à Turner, sauf que switch, donc pas de pick and pop ouvert, hein, il y a un défenseur qui est resté sur Turner, et donc plutôt que d'avoir un catch and shoot, on a plutôt un Turner qui dit, mince, j'ai le ballon, mais il y a encore un mec sur moi, donc bah tiens, j'enchaîne, 2 dribbles et step back à 3 points, et manquer évidemment. Mais là encore, le switch permet à la fois de ne pas avoir de passing, et à la fois de priver cette option de pick and pop, parce que quelqu'un reste sur le pop. Donc bref, voilà, Turner est pas top au niveau du shoot, pop, ou même catch and shoot en général, et non, mais surtout, il y a aussi un aspect qui est que pourquoi est-ce que ils ont à ce point réussi à punir le switch all des Cavs, nos amis les Pacers, parce que Turner était très bon pour aller au poste bas et pour punir au poste bas, parce que quand Jarrett Allen allait sur Haliburton, c'était une chose, mais ensuite quand Max Strus ou quand des mecs comme ça devaient switcher sur Turner, bah, Turner allait au poste bas et il les punissait. Là, pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que déjà parce que le petit qui va switcher sur sur Turner, souvent, il s'appelait Alex Caruso. Bon, bah déjà, prendre la position au poste bas face à Caruso, c'est pas facile, hein. C'est un mec qui est habitué à défendre du Giannis. Quand il était au Bulls, il défendait régulièrement Giannis en match-up principal, ou d'autres mecs comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Bah oui, il y a 2 tours contre Denver. Il était aussi pas mal utilisé contre Jokic, parfois. Donc voilà, quand c'est Caruso, le petit, entre guillemets petit, qui switch sur Turner, c'est pas pareil. Et puis même, il y a aussi un aspect de, tu obtiens le switch, mais le temps que tu ailles t'installer au poste bas, bon, t'y vas. Mais le problème, c'est que la différence entre Cavs et Thunder, c'est que c'est le niveau de défense off-ball. Et notamment, le fait que les Cavs off-ball, c'est pas la folie, hein. Les Mitchell, les Garland, les Sam Merrill, des mecs comme ça, même Max Strus, voilà, ça jaillit pas partout. Alors que, ok, ici, certes, il y a un mismatch, mais encore faut-il donner la balle au mismatch. Un peu comme d'ailleurs quand Siakam, hein, le fameux système où Siakam essaie d'attaquer au poste bas HDA, mais il n'y arrive pas sur cette série. Pourquoi? Parce que, d'accord, tu obtiens le mismatch, mais on n'arrive pas à te donner la balle. Et quand on tente de le faire, ça finit en turnover parce qu'il y a un mec sur la ligne de passe, quoi. Donc ouais, c'est un peu un problème, et c'est un peu ça qui avait fait que les Pacers avaient réussi à empêcher les Cavs, in fine, de faire un switch all. Là, sans ce ressort de Turner au poste bas, de punir les petits, et ou de Haliburton qui prend feu et qui punit les 1 contre 1 face à Chet, il n'y a pas trop de ressort pour faire sortir OKC de ce switch all. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être aussi pour ça que Hartenstein a aussi peu de temps de jeu, à mon avis, c'est que Mark Daniels est aussi à ce point confiant et plus à l'aise avec seulement Chet en big. C'est vrai que c'est quand même mieux pour faire un switch all, lui plus Kenrich Williams, ou voilà. Alors que Hartenstein, il peut le faire, hein. Il peut le faire, il est très bon, mais pas à ce point, je pense. Et c'est aussi pour ça qu'on voit pas du tout de la série Williams, Jalen Williams. Je parle depuis 4 matchs de à quel point OKC n'a pas de spacing. Bon, on avait aussi dit en preview, moi je pense qu'il verra pas du tout le terrain. Je crois qu'il a fait 3 secondes ou 20 secondes par-ci par-là, mais on voit bien que Jalen Williams, qui pourra apporter ce pick and pop, ce spacing, ce catch and shoot, donc un peu de volume à 3 points, mais il peut pas jouer parce que sinon c'est un massacre, quoi. Haliburton va l'attaquer sur pick and roll et puis il va te rendre autant de points qu'il pourrait t'apporter en attaque. Donc ouais. Donc bref, la transition aussi, transition qui a été pas mal, mais peut-être pas assez, je pense, on peut le dire, surtout deuxième mi-temps, il n'y a pas eu assez de points faciles, malheureusement. Autre point, Mathurin, Bennedict Mathurin, qui avait été le facteur X, qui avait fait gagner le match 3. Bon, bah là, il fait 13 minutes. 13 minutes et à peine 1 sur 2 au tir. Donc, c'est même pas qu'il a été mauvais, hein. C'est même pas qu'il a fait, il est passé de 27 points en 22 minutes à, d'un coup, il fait un 2 sur 19 au tir. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il a moins joué.
Il a fait 1 sur 2 au tir à peine. Et il a aussi moins joué, je pense, parce que Nembhard a été moins sujet à des problèmes de faute sur ce match 4 que ça n'a pu être le cas au match 3. Donc voilà, Nembhard a plus joué. Les titulaires ont quasiment, ont tous beaucoup joué côté Pacers. Donc moins de minutes pour Mathurin, mais donc moins d'explosion offensive. Alors cela dit, on a tout de même Obi Toppin qui a fait un très bon match offensif, à la fois en catch and shoot, 3 points, mais aussi sur des rôles. Des rôles en poseur d'écran, c'est intéressant de le voir un peu utilisé comme ça. Mais donc bref, Mathurin, il n'y a pas eu ses points du match 3. Turner qui est pas top sur les finales, on l'a déjà dit, mais notamment tout ce qui est... voilà, il fait un 0 sur 6 à 3 points. 0 sur 6. Imaginez, il est à 4 sur 6. Ça me paraît pas loufoque, hein, un shooter de son calibre. Bon, 4 sur 6, vous rajoutez 12 points. Parce qu'il y aurait un peu ce truc de dire, ouais, non, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, c'est qu'une poignée de possession à peine. Le match se décide pas là-dessus. Oui, mais en fait, il faut se rendre compte à quel point les écarts sont faibles, quoi, pour le coup. On a vraiment... là, par exemple, ce match-là, il est décidé sur une possession ou deux. Bon, plutôt qu'un 0 sur 6, si t'as un 4 sur 6 à 3 points de Turner, par exemple, qui met juste les catch and shoot qu'il a eu, je parle même pas des step back à 3 points ou trucs comme ça, mais il met 3 catch and shoot ou 4, bon, peut-être que le match est plié et que le match est gagné, quoi, pour les Pacers. Donc, ça se joue tellement un peu de choses que, en fait, ouais, 3 points ou 4 3 points, ça fait 9 points ou 12 points, quoi. C'est énorme, en fait. Ça paraît peu en possession, mais en fait, en résultat final, ça peut être énorme. Donc ouais. Que dire de plus? Oui, je veux quand même dire, je veux pas insister que sur le mauvais, parce qu'en fait, moi, je trouve que, honnêtement, j'ai quand même beaucoup aimé la première mi-temps des Pacers. Et en fait, même le troisième quart-temps est pas mal du tout, mais particulièrement la première mi-temps. Bon, au final, ils font un match où ils ont un score offensif qui est pas génial. Bon, première mi-temps, ils font 60 points. Et même presque 63 si Nembhard avait mis le catch and shoot dans le corner pour terminer la mi-temps. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir que le prisme non plus de Indiana a perdu. Allez, en décrivant que les trucs mauvais qu'ils ont fait. Non, je pense qu'il y a quand même eu du bien. Comme je dis, le fait de cibler un peu des Chet ou des Hartenstein sur le ballon, le fait de cibler beaucoup, comme au match 3, un SGA, ça a été bien fait aussi. La transition au semi-transition, on l'a vu en début de match, ça a été bien fait. Donc globalement, je trouve que la première mi-temps est pas mal du tout, pour le coup. Donc faut ne pas rester que sur la dernière note et sur le money time qui a été mal géré, avec des fautes sifflées, pas sifflées, des tirs clutch pas rentrés, etc. Oui, c'est vrai qu'à la fin, ça a calé. Mais je trouve pas que le match soit totalement à jeter à la poubelle. Pour le coup, c'est un peu ça, sans doute, le propos. Enfin, en réalité, deux, mais le premier, c'est Siakam. Siakam qui a quand même un peu du mal. Il a eu du mal sur ce match 4 en termes de création pure. Mais ce qu'on peut aussi comprendre, parce que quand on voit qui est-ce qu'il doit affronter, il doit affronter en match-up principal du Caruso, du Jalen Williams ou du Chet Holmgren. Bon, en l'occurrence, c'est quand même 3 joueurs, 3 morphotypes qui sont de base, qui ont les outils à la fois de taille, mais aussi de vitesse, de mobilité, pour le stopper. Donc, un peu comme on avait pu un peu le prédire ou l'envisager, c'est vrai que sa série en termes de création pure, elle est compliquée, et quand il attaque pas directement et frontalement un Jalen Williams, un Caruso ou un Chet, comme il a pu le faire sur ce match 4, on a dit aussi, quand il veut obtenir un switch pour aller en post-up, le problème c'est que quand tu attaques Wallace, le petit Wallace en post-up après un switch, le problème c'est qu'il y a Chet derrière, quoi. Donc c'est pas vraiment un contre 1. Donc c'est un peu donc voilà, c'est un peu tout le problème pour l'instant, c'est que OKC, encore une fois, c'est pas pour rien que OKC est à ce point une défense historique, pour le coup. Ils ont quand même des outils assez fabuleux, et voilà, Siakam c'est une des sources de création pure des Pacers, sauf que en face, il y a du matos, il y a des morphotypes parfaits pour lui et pour le stopper, pour le freiner. D'ailleurs, à noter qu'il y a eu une fois où un line-up à 2 bigs, d'ailleurs, première mi-temps, un line-up à 2 bigs. Au bout d'un moment, ça switch les match-up et on met Chet sur Turner plutôt que Chet sur Siakam. Et donc, Chet est sur Turner et donc Hartenstein est sur Siakam. Et donc, d'un coup, la Siakam qui peut driver sur Hartenstein, qui est plus lent évidemment, drive sur Hartenstein et driving kick même qui donne un point, catch and shoot qui rentre d'ailleurs. Voilà. Ça, on voit que quand il y a un match-up qui est pas le bon, en l'occurrence, Siakam peut faire des choses. Le problème, c'est que il y a très peu de match-up qui sont pas les bons face à lui. Caruso, Williams, Chet, ça résiste pas mal par rapport à lui. Donc ça, c'était le premier point, c'est Siakam. Et puis le deuxième point, deuxième et donc dernier point que je voulais citer, le rebond offensif. Rebond offensif, et si vous allez voir les stats de pourcentage de rebond offensif, les stats vont vous dire, bon, c'est pas beaucoup, quoi. Ils ont pas fait un score si énorme que ça. Alors attendez, je le retrouve, voilà. 46e centile, 28%. Bon,
attention aux stats, si vous avez vu le match, vous avez sans doute vu qu'il y a eu des tonnes et des tonnes, alors des tonnes, pas non plus 30, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de fautes qui ont été sifflées contre le Thunder sur des fautes au niveau du rebond offensif. Donc, très simplement, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas non plus des tonnes de rebonds offensifs en termes de chiffres bruts, on va dire, parce que il y a des fois la faute était sifflée avant que le rebond ait pu être capté. Hein. Donc techniquement, la stat et le rebond n'est pas là, mais dans l'esprit, il y est en fait. Et je trouve qu'on a vraiment cette stratégie collective, là encore, de la part d'Indiana, d'essayer d'attaquer le rebond offensif. Et là où je pense que c'est collectif, et vous pouvez aussi le noter et vous en rendre compte vous-même, c'est que vous voyez que ça attaque parfois à plus de 1, à 2, 3, ça attaque à 2 ou 3 pour le rebond offensif, y compris des petits, y compris des Nembhard, y compris des Nesmith ou des mecs comme ça. C'est pas que, tiens, un Turner est proche du panier, il va tendre le bras, il va jouer le rebond offensif. Non, il n'y a pas que ça. Je trouve qu'il y a un effort qui est fait collectivement de dire attaquant le rebond offensif. Pourquoi ? Un peu pareil que de l'autre côté. OKC attaque le rebond offensif parce que Indiana est une mauvaise défense du rebond, c'est aussi le cas de l'autre côté. C'est-à-dire que le Thunder n'est pas nécessairement une excellente défense du rebond et pour empêcher eux-mêmes les rebonds offensifs. Donc les Pacers, ils vont beaucoup. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est peut-être ça, la piste potentielle pour punir le switch. Parce que le switch, Chet, pour l'instant, il tient plutôt bien, voire même très très bien face à Haliburton, d'accord. Turner, il peut pas s'installer au poste bas contre le petit parce que les passes n'arrivent pas, ou même le petit est pas si petit que ça, Caruso. Donc, ok. Par contre, c'est vrai que ça peut créer des mismatchs au niveau du rebond offensif quand tu switches. Donc, tu peux avoir un Pascal Siakam qui est défendu par Cason Wallace. Ou voilà, ce genre de cross-match, quoi, ce genre de mismatch au rebond qui fait que t'as un désavantage parce que t'as switché un peu partout, t'as voulu constater aucun décalage, mais tu as offert des mismatchs à l'adversaire. Donc ouais, je serais assez curieux de voir à quel point les Pacers peuvent pas aussi eux-mêmes insister de ce point de vue-là. Donc voilà, je serais aussi curieux de voir à quel point les Pacers ne pourraient pas insister à ce point eux aussi sur le rebond offensif pour se créer un peu plus de marge de manœuvre. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais voilà. Voilà à peu près pour ce match-là, je pense qu'on va pas en faire plus que ça pour le coup. Voici pour ce débrief tactique du match 4, j'espère que c'est pas trop tard pour vous. 2 partout dans la série, et désormais ça se joue au meilleur des 3 matchs restants. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, on a réussi à le faire, ce débrief du match 4, on est en retard, mais pas si en retard que ça va. Et puis voilà, il y a aussi ce truc vous pouvez écouter le débrief pile avant le match 5, on peut le verre à moitié plein, c'est de dire comme ça peut-être de mon côté, le timing est bien de ce point de vue-là. Mais match un peu lunaire, hein. Je pense que je l'ai assez répété, un peu bizarre, un peu bizarroïde, et Indiana peut avoir des regrets parce que quand tu as la chance, quand tu as l'opportunité de mettre cette équipe de niveau historique à 3-1, c'est vrai que c'est dommage de s'en priver, quoi, parce que ensuite le nombre d'opportunités va être assez réduit. Mais bon, pour l'arbitrage, j'ai pas voulu développer, mais je vous en pensez. Moi, c'est vrai qu'en tant que spectateur, ça peut gâcher parfois un peu l'expérience. J'avoue que ça m'a pas choqué plus que ça, enfin pas plus que ça, c'est-à-dire pas plus que parfois des matchs où il y a des mauvais calls, quoi, pour le coup. Mais bon, je sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas. Après, c'est quand même assez marrant de voir que les Pacers découvrent Scott Foster après X années après les Rockets, hein. Tout le monde s'est moqué des Rockets et de Scott Foster contre les Rockets en 2018, Rockets Warriors. Tout le monde s'est moqué des Rockets, mais apparemment là, non, là c'est bon, là c'est de bon ton de critiquer Scott Foster désormais. Donc je ne sais pas, j'arrive plus à suivre. Mais bref, on va arrêter de déblatérer des bêtises. En tout cas, on se retrouve bientôt, au pire du pire, dans 2-3 jours, pour le débrief du match 5 des finales NBA. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.